Je me déplace de rêveur en rêveur, de rêve en rêve, à la recherche de ce dont j'ai besoin. Je glisse, je coule et cligne à travers les rêves. Et les rêveurs se réveilleront, en se demandant ce que leurs rêves avaient de différent, en quoi leur vie est vraiment réelle. Je savais qu'un jour ou l'autre, il allait me retrouver. Je me souviens qu'il apparaissait souvent quand j'étais jeune. Certains l'appelaient le marchand de sable, moi je l'appelais l'ombre. Comme ce jour en automne 2009, quelque temps après l'équinoxe, quand les arbres se déshabillent pour jeter sur le sol un tapis de feu, contrastant avec la fraîcheur d'un hiver qui arrive. J'avais du mal à sortir du lit. Je devais tout de même me réveiller. Je suivais un cursus dans une école privée et je devais me lever. Mais quand je m'étais enfin décidé, je ne pouvais plus bouger. Un linceul invisible étreignait tout mon corps, un bourdonnement retentit dans mes oreilles, lancinant et rythmant un autre type de temps. Le temps du rêve. C'était une paralysie du sommeil. Je ne connaissais aucune technique et n'avais aucun pouvoir sur ce phénomène. Je n'étais pas un voyageur, mais déjà j'avais attiré l'attention de l'ombre. Un homme qui m'observait dans le coin de la chambre, ses yeux perçant l'obscurité de deux phares surnaturels. Bonjour les voyageurs, pardonnez-moi de vous recevoir ainsi. Ce sont les aléas de la paralysie du sommeil. Sorti le 5 août sur Netflix, The Sandman est l'adaptation des comics américains du même nom de Neil Gaiman. On y suit Rêve, appelé aussi Morpheus, partir à la recherche de 3 artefacts qui le constituent et dérobés par un mage peu scrupuleux. La sortie de la série est l'occasion de réfléchir sur le rêve et son importance dans d'autres cultures, et notre relation en tant que voyageurs hors du corps avec elle. Vous savez, la plupart des animaux à sang chaud rêvent, les lapins, les chiens, les singes et surtout les chats. Nous n'aborderons pas le rêve sous l'aspect modélisant de la science, mais utiliserons le prisme des sciences humaines. Et donc, de loin que je me souvienne, je rêvais. Et le pire, c'était que pendant longtemps, je ne faisais pas la différence entre les rêves et la réalité. Mais un jour, la société, l'école et la pression sociale de mes camarades ont décidé pour moi ce qu'était le réel pour teinter le rêve d'un manteau d'illusion. Face à cette ombre menaçante, je me mis à penser fort. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas réel. Quand la voix de l'ombre retentit dans mon esprit. Les gens pensent que les rêves ne sont pas réels, simplement parce qu'ils ne sont pas faits de matière, de particules. Les rêves sont réels, mais ils sont faits de points de vue, d'images, de souvenirs, de jeux de mots et d'espoirs perdus. Il n'a pas tort. Le rêve est à l'image de notre réalité. C'est une expérience que nous vivons en pensant être réveillés. Le rêve est la clé et la porte qui mène à des phénomènes comme la précognition, la télépathie ou l'accès à de l'information provenant d'un espace psychique plus grand. En tout cas, on le suppose au vu de nos expériences. Mais si pour nous le rêve est une facétie, pour d'autres peuples il s'agit d'une réalité comme une autre. On pense aux aborigènes d'Australie. Pour étudier de façon sérieuse le rêve, les anthropologues comme Sylvie Poirier proposent 5 critères ou axes de recherche. En effet, on ne va pas étudier une autre culture avec son propre langage culturel. C'est pourquoi elle s'intéresse à la théorie locale du rêve, au mode de partage du rêve, au processus d'apprentissage du langage des rêves, ou encore aux changements et innovations possibles grâce aux rêves dans une culture donnée. Le seigneur des rêves a son peuple d'élus, avec les aborigènes. Pour eux, le rêve est un message ancestral, qui crée du mythe. Mais plus étonnant, et plus proche des voyageurs, ces 2 mots, en Kukadja, la langue aborigène, qui viennent désigner le concept de rêve. Il y a le rêve qui se dit Tchugurba et l'expérience du rêve qui se dit Kapukuri. Le rêve Tchugurba est dans la cosmogonie aborigène l'ordre et l'essence vitale de l'univers. Il englobe absolument tout, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, tout l'univers. Tchugurba, c'est l'énergie du rêve.
on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec nos expériences de sortie hors du corps. Dans le dernier live, rappelez-vous, nous émettions l'hypothèse suivante quant à la matière epsilon ou éther ou akasha, appelez-le comme vous voulez. Cette matière subtile semble être le tissu de nos rêves, elle va constituer ce que nous appelons la bulle de rêve. Elle sous-tend aussi ce royaume physique et le dynamise en information. Il ne faut pas longtemps pour dire que la réalité physique est un rêve composé de matière. Mais quand on meurt, qu'est-ce qu'il se passe chez les aborigènes par exemple? On dit alors qu'il rejoint l'essence Chugurpa. Et après une certaine cérémonie, la famille pourra communiquer avec le défunt via l'expérience onirique, le Kapukuri. Plus intéressant encore, concernant une partie liée à l'anatomie onirique, les aborigènes considèrent que la conscience à l'état de veille s'effectue via l'oreille, où elle est son symbole. Peut-être parce que l'oreille est l'organe qui permet d'entendre et de réfléchir par extension. A contrario, la conscience du rêveur se fait par la zone ombilicale. C'est lui l'émetteur-récepteur lors des rêves, et là aussi que s'accumule une force qu'ils appellent Marparn. Ainsi, je cite le texte « La mise en œuvre sociale du rêve ». Celui ou celle qui sait ouvrir ses oreilles acquérera graduellement le savoir, de la même façon celui qui sait ouvrir son juni sera un bon rêveur et saura acquérir la force Marparn de l'homme ou femme médecine. Je sais que dans les traditions énergétiques en Asie, la région ombilicale est le lieu où peut se concentrer ce qu'ils appellent le chi. C'est un parallèle intéressant même si les tenants et aboutissants sont peut-être différents. Considérons aussi les Dénès, qui constituent un groupe ethnique du Canada et Alaska. Ils étaient autrefois des chasseurs semi-nomades et possèdent une tradition avec le monde non humain très importante. La divination est un mode d'acquisition de l'information pour eux et y passe par le rêve. C'est aussi le moyen pour les humains de communiquer avec les animaux et d'en acquérir la force, avec les défunts et avec les êtres non humains. Mais dans la vie de tous les jours aussi, les adultes prenaient en considération leurs rêves, et ceci était inculqué aux enfants pour en faire des rêveurs formés. Bien sûr, ceux qui avaient le plus de facilité finissaient par devenir des chamans. Et la question se pose, sommes-nous dans nos rêves, dans un intérieur psychique ou dans un vaste espace qui nous dépasse et nous relie tous? À cette question, je réponds peut-être. Ainsi, nous sommes connectés par nos expériences, nos archétypes, nos symboles et cultures. Ce miasme éthérique est peut-être le corps de notre inconscient collectif, notre Maya, elle qui porte nos espoirs et nos désespoirs, la beauté et l'horreur. Il se peut ainsi que des milliers de mondes soient là attendant de redevenir lucides. Et sur ce, je vous laisse, je crois que l'ombre veut me montrer quelque chose. L'ombre continua de glisser dans ma direction. Avais-je enfreint un tabou? Les humains n'étaient peut-être pas destinés à rester conscients, ou peut-être que si. Il me manquait une information. Mais pour aujourd'hui, je serai encore victime de cette projection du Seigneur des rêves.